Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'économie expliquée par mon père en cette mi-décembre, en présence du DAF, qui est ma foi sage, il a regagné son petit panier. Et aujourd'hui, on a décidé de vous parler, enfin j'ai surtout décidé... Moi, je ne sais pas encore de quoi je vais parler. Mais Lui, je ne sais pas de quoi il va parler. De revenir un petit peu sur l'histoire économique et de nous concentrer sur... pourquoi, en définitive, être économiste, c'est aussi un métier et qu'il faut que certains qui en parlent arrêtent d'en parler. Ça fait du mal à tout le monde et on a envie de pleurer. Et qu'il y a certaines choses sur lesquelles on va se concentrer aujourd'hui, à savoir la dette. Et qu'est-ce que la dette et qu'est-ce que la croissance. Donc, voilà. On va faire un petit arrêté des comptes. Et pour que ça rende tout ça léger, on va refaire un petit peu d'histoire avec ça. Avant que tu commences, je voudrais dire un petit mot d'excuse. Eh bien, écoute. Voilà. C'est qu'il y a quelques semaines, quelques mois, je ne sais plus très bien, apparemment, j'ai porté un jugement sévère dans ce local, je ne me souviens pas vraiment, mais c'est pas grave, sur Monsieur Tapie. Oui, c'était avec Léonard. C'était avec Léonard. Et j'avais dit des choses qui n'avaient pas lieu d'être, parce que d'abord, je connais pas le dossier, et ensuite, j'ai la plus grande sympathie pour Monsieur Tapie. Donc, si ce que j'ai dit sur Monsieur Tapie a fait de la peine à certaines personnes, je tiens à dire que j'avais pour lui, je dirais pas une estime, mais il m'amusait. C'est-à-dire que quand j'avais 12-13 ans, je lisais avec beaucoup de passion Arsène Lupin, tu sais, et j'ai toujours pensé que Tapie avait un côté Arsène Lupin. Je lisais aussi très Arsène charmant, Lupin. Oui. très, il n'aurait pas fait de mal à une mouche. Donc voilà ce que je veux dire, c'est que si j'ai fait de la peine à quelqu'un, je m'en excuse, et ça m'apprendra à parler, à donner mon avis sur un sujet que je ne connais pas. C'est d'habitude j'évite de faire, et là je suis tombé dans un piège, donc je m'en excuse. Voilà, c'est tout. Voilà. Bon, écoute, excuse entendue. Donc, voilà. J'espère accepter. Voilà. Alors, pour ce qui est du débat économique, il a ce site particulier que tout le monde se sent en droit d'y prendre part et tout le monde ne devrait pas. Il y a beaucoup de gens qui feraient mieux de pas prendre part à ce débat. Et alors, au travers de l'histoire, pour essayer de se donner une visibilité et surtout une assurance, les économistes ont essayé de rattacher l'économie aux mathématiques. Alors, on a eu ça avec l'anglais William Nasso Senior, qui était un disciple de Ricardo. Et ça a commencé, mais ça surtout, ça a pris une dimension phénoménale avec l'invention du PC. Ah oui. Alors c'est devenu, on peut plus réfléchir. Si c'est les gens jouent avec leurs écrans et leurs petites équations, et ils arrivent à des résultats, ils sont très contents. Ils comprennent pas ce qu'ils font, mais ça fait rire. Alors justement, la semaine prochaine, j'aimerais bien qu'on fasse une émission sur statistiques et en quoi les statistiques peuvent être la fabrique de nos peurs quelque part. Et c'est pour ça qu'il faut que je t'amène ce livre pour que tu le recenses, parce que moi aussi. Donc, écoute, dans le cours de 1826 de cet anglais senior, il a affirmé deux choses. Il a affirmé que l'économie doit être au service du bien social. Ça, je pense qu'on est relativement d'accord avec ça. Et il affirme aussi que nul n'est économiste s'il est protectionniste. Donc ça, on est aussi relativement d'accord. Et il faut le dire vite, s'il est protectionniste, ça c'est vite dit si tu veux, parce qu'on a vu, c'est un sujet qu'on va devoir discuter. Et la seconde information que donnait Senior, c'était qu'à l'instar des mathématiques, l'économie était axiomatique. C'est-à-dire qu'on pose des principes de base, appelés axiomes, et qui sont relativement représentatifs de la société. Alors le premier, c'est le principe que lui qualifie d'hédonisme, c'est que chacun agit selon son intérêt. Ça rejoint... c'est-à-dire que quand tu vends une maison, celui qui va acheter va penser avoir fait une bonne affaire et celui qui l'achète va penser... Chacun pense cela. C'est ce qui est le moteur de toute relation commerciale. C'est quelque part que, hédonistement, on se dit « j'ai fait une bonne affaire ». Et que tu agis dans ton intérêt. Et tu agis dans ton intérêt, non pas avec un fusil sur la tempe. J'arrête une seconde ici, parce que ça veut dire qu'on est capable de déterminer quel est l'intérêt de chacun. Et il y a des tas de gens qui agissent, par exemple, Mère Teresa, elle avait une notion de son intérêt qui n'était pas commune. Alors il y a ça, et il y a aussi... Il y a tout l'aspect, si tu veux, acte gratuit. Il y a l'aspect acte gratuit et il y a l'aspect que tu prends souvent quand tu parles de legs marine de ta mère, c'est-à-dire que la valeur que tu peux accorder à une chose n'est peut-être pas la somme des valeurs d'autrui. Voilà, c'est pas équivalent à la valeur des autres. Donc, c'est vrai en théorie, mais le mot intérêt n'est pas défini.
Non. Et donc, c'est-à-dire, les gens pensent l'intérêt monétaire, qu'il aura plus d'argent à la sortie qu'à la fin. C'est axiomatiquement vrai, pour reprendre son thème, mais ça n'est pas vrai dans la réalité, parce qu'il y a des tas de gens, tu sais par exemple, des tas de gens dans la vie, tu as dû en rencontrer toi aussi, qui préfèrent ne rien avoir pour peu que tu te ramasses une gamelle. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Il y a aussi l'aspect négatif des personnalités qui fait que, moi, j'ai rencontré je sais pas combien de gens dans ma vie qui préfèrent avoir 100% de quelque chose que 30% de quelque chose qui marche, parce que ceux avec qui ils sont, ils les détestent, ils veulent pas qu'ils gagnent de l'argent. Donc, tu vois, c'est vrai, sauf si tu cherches à comprendre le sens des mots. Intérêt, ça veut dire quoi exactement? Si c'est d'emmerder ton voisin à la campagne, c'est pas sûr que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est vrai, mais non, c'est pas vrai. Alors, sa seconde théorie, c'était une réfutation des thèses de Malthus et que la population n'est jamais trop nombreuse, car le mécanisme de marché, par l'augmentation des denrées, conduisent les hommes à réagir soit en augmentant la production, soit en ayant recours à la production de substitution. Donc, en gros, que Malthus... Là, c'est vrai aujourd'hui, mais curieusement, ça commençait à être vrai à son époque, mais ça n'a pas été vrai pendant des siècles. Pendant des siècles, chaque empire, chaque pays, à un moment ou à un autre, touchait sa limite de production, en particulier agricole, qui régnait à son époque, et ne pouvait pas aller au-delà, il y avait des famines. Mmh. Donc, ce qui a permis le développement extraordinaire depuis 2 ou 3 siècles, c'est le progrès technique. C'est que d'un seul coup, les inventions, en quelque sorte. Et oui, en ce moment-là, en effet, on a pu augmenter la productivité agricole beaucoup plus que l'augmentation de la population. Donc, là encore, c'est vrai, aussi curieux que ça paraisse, c'est vrai quand il l'écrit, ça commençait à être vrai quand il l'écrit, mais ça n'avait pas été vrai dans les 20 siècles précédents, quoi. Alors, pour un économiste, on considère que l'histoire est un petit peu la matière expérimentale. Pour un biologiste, ce sera les cellules, le corps humain. Oui. Et pour vous, les économistes, c'est véritablement l'histoire. Oui, tout à fait. C'est ce que disait von Mises. Je m'excuse, mais c'est ce que disait von Mises, Hayek, etc. Il disait, entre des cours de mathématiques, d'économie, etc., et un cours d'histoire économique, il faut le plus important, c'est les cours d'histoire économique. Pour que vous soyez au courant de ce qui s'est passé, des tentatives qui ont eu lieu. Or, c'est une des grandes faiblesses à l'heure actuelle, c'est les grandes universités américaines, d'où sortent la plupart des économistes aujourd'hui, ne font pas du tout d'histoire économique. Il n'y a qu'une des grandes universités américaines, parmi les 20 premières, qui, si tu veux, un doctorat, un PhD en économie, te force à prendre des cours d'histoire économique. Te force, oui, te force. Et c'est Duke. Ouais. Toutes les autres, tu n'as pas besoin de faire de l'histoire économique. Donc, ces gars-là font tourner des modèles mathématiques et ils n'ont pas la moindre idée de ce qui s'est passé avant, les autres tentatives qui ont été faites, etc. Et ça... Mais ce qui est fou, parce que tu peux te dire que, par exemple, la crise des années 30, enfin la crise de 29 qui est arrivée avec, autour de la déflation, tu peux te dire qu'avec la série, effectivement, avant ça, de Bost qu'il y avait eu, c'était historiquement, évidemment, on savait ce qu'il fallait faire. Or, comme tu l'avais expliqué, c'était parce que le gars qui s'en occupait... il est mort au mauvais moment. Il est mort au mauvais moment. Et on a mis des branleurs à la place. Et les mecs n'ont pas su quoi faire. Et on s'est retrouvé avec la crise de 29, qui n'était pas plus grande dans l'absolu dans les tuyaux que toutes les... Non, c'est les décisions qui ont été prises. Et, c'est une vieille histoire, mais moi je regarde par exemple... Alors, celui qui a essayé d'expliquer la crise de 29, ça a été Milton Friedman, en disant ils ont laissé la quantité de crédit s'écrouler, tu vois. Et d'un seul coup, la masse monétaire s'est ratatinée. Il dit, ils n'auraient jamais dû faire ça. Mais alors moi, j'ai essayé de comprendre pourquoi la masse monétaire s'était écroulée. Et j'ai calculé, puisque j'avais les chiffres, le rendement d'une obligation d'une bonne société, tu vois, BAA, c'est-à-dire une société qui ne va pas faire faillite, enfin, on espère. Enfin, en principe, elle ne fait pas faillite, c'est de très bonne qualité. Déduction faite de l'inflation du moment. Si tu veux, dans les années 30, une bonne obligation, émise, je sais pas, par ATT ou j'en sais rien, te donnait du 12 ou 13% pendant que les prix baissaient. Donc, toi, tu étais un entrepreneur. Tu avais du fric. Tu pouvais essayer d'investir dans un nouveau truc, ou tu pouvais acheter l'obligation d'ATT, mais celle-là faisait 12%, celle-là, tu perdais du fric. Si tu prenais un risque. Et donc, ce que faisait tout le monde, c'est qu'ils remboursaient leur dette. Oui. Et en remboursant la dette, ils détruisaient la monnaie. Parce que le coût de la dette était tellement élevé que la rentabilité de la dette était très supérieure au rendement du capital. Bien sûr. Et ça a fait s'écrouler l'économie. Donc,
Une banque centrale normale aurait dû dire « Je vais acheter la dette du secteur privé et puis je vais la faire descendre à un prix où elle sera à peu près au niveau de la rentabilité du capital. » C'est la théorie de Wicksell. Mais ils ont laissé faire ça et ça a duré 10 ou 20 ans. Donc, ils ont dépensé plein d'argent pour essayer de faire redémarrer les machines dans des grands travaux, mais il lui valu trouver une façon de faire s'écrouler ces taux d'intérêt sur la rentabilité qui était absolument abominable. Donc, oui, il y a des erreurs de politique économique qui sont faites dans l'histoire. Et un jour, il faudra que j'écrive un livre sur toutes les grandes... les grandes imbécilités. Les grandes imbécilités de l'histoire. Toujours menées par des gars qui avaient les meilleurs diplômes. Hein. Bien évidemment. Et on arrivera aussi sur la crise de 2008. On en revoit partout. Mais j'avais un de mes amis qui avait écrit un livre sur la guerre d'Espagne. J'avais fait... je connais qui était un des grands professeurs d'histoire en Angleterre quand j'y étais là. Et son éditeur lui avait demandé de faire un bouquin sur le rôle de la bêtise dans l'histoire, ce qu'il avait accepté avec enthousiasme. Beaucoup trop de tomes. Et il est revenu 2 jours après en disant « Je sais pas où commencer, quoi. Il y en a tellement que mais je sais même pas où commencer. » Donc, si tu veux, c'est bien d'essayer de répertorier toutes les âneries, mais à dire, oui, tu sais pas où commencer, quoi. J'avais lu un bouquin comme ça sur justement... En commençant par l'histoire de la pomme, là, il y a quelqu'un qui a bouffé une pomme et qui nous a mis dans une mer de noir pour... Sur les prémices, justement, la montée dans l'entre-deux-guerres de la Seconde Guerre mondiale, et je crois, le bouquin s'appelait Les Somnambules. Et c'était pas mal, et c'est, ces jeux de dominos qui ont fait, alors qu'on sortait d'une des guerres les plus sanglantes, qui a ravagé qui ont empêché les gens de réfléchir, parce que curieusement, par exemple, après la Première Guerre mondiale, toute la diplomatie française, Clémenceau, Poincaré, etc., n'avait qu'une idée, c'était de se venger de l'Allemagne. Alors, tu avais cela, et puis tu avais Lloyd George de l'autre côté, qui n'avait qu'une idée, c'était pas y retourner. Pas y retourner à n'importe quel prix. Parce qu'ils avaient perdu un fils, 2 fils, et que plus jamais ça. Donc, cela dit, quand tu voyais les horreurs de la guerre de 14-18 et que tu voyais tes hommes revenir mutilés comme ils l'ont été, je comprends que... Il y a eu des millions de morts. Hein, des millions de morts, et du coup, un écrasement démographique, puisque toutes ces femmes... La France s'en est jamais remise, parce qu'on avait une population qui était très inférieure à celle de l'Allemagne à l'époque, et une fertilité des femmes qui était très inférieure, pour des raisons qui tenaient à Napoléon et au Code Napoléon. Et puis, bon, là, on a perdu 2 millions de jeunes hommes, et... c'est peut-être ceux qui nous ont manqué depuis, parce qu'en principe, c'est jamais les plus mauvais qui se font tuer. Celui qui sort le premier de la tranchée, c'est celui peut-être qui aurait été en haut de la colline. Qui aurait été en haut de la colline et qui aurait amené la France dans des endroits. De Gaulle a été gravement blessé, je crois que c'était en 17 ou je sais plus quoi. S'il était passé, je sais pas si tu vois. Péguy, Saint-Exupéry. Péguy, il y en a eu un paquet qui sont passés. Hein. Celui qui a écrit La guerre des boutons aussi, comment il s'appelait, je sais plus, mais c'était très très mignon ce livre. Et donc c'est la guerre, c'est souvent le résultat de bêtises qui s'enclenchent les unes dans les autres. Et c'est presque un enchaînement que personne ne réussit à arrêter, on ne comprend pas très bien pourquoi. Surtout à l'époque où on avait des accords bilatéraux. Offensifs, défensifs. Alors là, on était quand même en termes de stratégie militaire, ce qu'on pouvait faire de mieux. Oui. Alors, revenons sur la mission de l'économiste. Et au commencement était la banqueroute. La dette. Alors, il faut un petit peu de temps pour la dette. Alors, j'aimerais juste faire l'introduction. Vas-y. Rappelons que l'État ne s'enrichit jamais que du travail et de l'efficacité productive de l'ensemble de la société. Et vouloir réfléchir aux ressources publiques, c'est réfléchir à la richesse du pays. L'État, en tant qu'acteur économique, apparaît la première fois chez Hérodote. Oui. C'est le destin croisé donc des Grecs et des Perses avant qu'ils ne s'affrontent en 5e siècle avant Jésus-Christ. Et alors, Hérodote avait fait la description, qui est probablement la première expérience keynésienne. Il évoque la construction des pyramides par Pharaon. Et il écrit que pour rembourser ses dettes, Pharaon doit alors prostituer ses filles. Parce qu'il y a littéralement une banqueroute, et donc il se retrouve à avoir emprunté, et il ne peut plus rembourser. Alors là, oui, c'est possible. Mais je ne crois pas que ce soit les pyramides, parce que les Hérodote, c'était 5 siècles avant Jésus-Christ, et les pyramides, c'était 20 siècles avant Jésus-Christ. Donc, apparemment, si, il y avait de la pyramide pour ces... Non, il avait dû faire des grands travaux, je ne sais pas ce qu'il avait fait. Tu demanderas à Jean-Marc Daniel. Je demanderais ça. Tiens, c'est une bonne question, parce que lui, c'est tout sur ce genre de trucs. C'est de lui que je tiens ça. Hein. Ah, oui, je ne l'ai pas inventé toute seule.
Je me suis pas levé un matin en disant je vais écrire sur Hérodote. Non, mais Hérodote, en effet, il dit que c'est les pyramides, mais il n'avait pas la moindre idée. Lui, grosso modo, l'État égyptien était en faillite. Donc il dit, la raison, c'est les pyramides, c'est du coup Ternaï, ce truc. Mais en fait, c'était pour d'autres raisons. C'est probablement mal géré, ou il faisait n'importe quoi. Tu peux faire faillite sans avoir des pyramides. Regarde-nous, par exemple, on va faire faillite. Où sont les pyramides qu'on a bâties ? Il avait lancé des grands travaux, justement, pour... un canal, ou j'en sais rien. Non, son cercle... Tu sais, c'était pour ses funérailles. Il fallait quand même... Donc, c'était une sorte de pyramide. C'est-à-dire que tu dois faire ton tombeau, mortuaire, ton machin... puis tu dois le cacher après quand tu vas... Non, mais c'était hyper important. Ils commençaient... Ils n'étaient pas... ils devenaient pas pharaons. Voilà. Bah oui, parce que c'était quand même la vie éternelle. Oui, c'était quand même la vie éternelle. Et puis, ils étaient des demi-dieux. Enfin, des dieux, même. Alors, bon, essayons de répondre. Je vais essayer de dire ce que pour moi l'économie est, mais c'est pas du tout une vue majoritaire. C'est pas du tout parce qu'aujourd'hui l'économie, on t'explique, on fait des calculs savants, il y a le PIB dans lequel il y a la partie qui est faite par l'État, les exportations moins les importations, parce que c'est très compliqué. Et tout ça, on te sort l'âge du capitaine à la fin. Tu vois, s'il y a eu croissance, il n'y a pas eu croissance, et s'il y a eu croissance, tout le monde est content. Là, on parle de la dette. Oui, on parle de la dette. Et alors, si tu veux parler de la dette, on va essayer d'en parler comme ça. Tu as un État qui est sorti d'une nation. Cet État, il a des frais et il peut se financer de deux façons. Les impôts ou la dette. D'accord ? Alors, logiquement, les impôts, tu les payes et ça doit couvrir l'ensemble des frais. Mais imagine que tu aies des gens pas raisonnables qui dépensent plus que les impôts. À ce moment-là, tu as un déficit et l'accumulation des déficits, comme ça dans le temps, ça te donne la dette. Mais cette dette, en principe, elle va avoir un coût. Tu sais, c'est le passage du temps, c'est les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt vont se capitaliser. Alors, pendant des siècles, littéralement, jusqu'à tout récemment, comme il n'y avait aucune croissance dans l'économie, c'était une économie stagnante, il n'y avait pas de croissance, puisqu'il n'y avait pas de progrès technique, c'était toujours pareil à peu près. Les taux d'intérêt étaient toujours supérieurs aux taux de croissance. C'est-à-dire que dès que tu te collais dans la dette, tu étais dans une trappe à dette. Oui. Il n'y avait pas moyen d'en échapper puisqu'il n'y avait pas de croissance. Donc normalement les taux d'intérêt duraient à zéro, mais ils n'y étaient pas parce que les gens ne sont pas fous, quoi. Donc automatiquement, toute l'histoire de l'Antiquité, de Philippe II en Espagne, de tout ça, ça a toujours été les États qui faisaient faillite en vivant au-dessus de leurs moyens, en général pour aller faire des guerres, pour essayer d'aller piquer le pognon du pays d'à côté. Voilà. Mais très souvent, en piquant le pognon d'à côté, le pays d'à côté, c'était le pays d'à côté qui faisait faillite. Oui. Tu vois, parce qu'on avait piqué toutes ces réserves d'or ou je sais pas quoi. Donc, la dette étatique, dans l'histoire, ça a été presque toujours un très mauvais placement. Tu vois, tu te dis, il a le pouvoir de lever des impôts, donc je vais lui prêter mon pognon. Mais s'il a le pouvoir de lever des impôts et de me mettre en prison, il a aussi le pouvoir de ne pas rembourser sa dette. Et très souvent, c'est ce qu'il faisait. Tu vois, la dette n'était pas remboursée. Donc, patatras, tout le monde sera tatiné. En fait, la première chose qu'il a fallu faire justement pour ça, pour avoir une dette qui puisse être plus longue, c'était définir le concept de royaume. C'est-à-dire de se dire, la dette n'est pas véritablement attachée au suzerain, elle est attachée au royaume. Parce que comme ça, il pouvait avoir un temps beaucoup plus long aussi. Beaucoup plus long, puis ça pouvait passer aux successeurs, ça pouvait passer tout ça. Mais surtout, la dette se justifie. Et là, je vais revenir à un concept qui m'est cher, mais la dette se justifie si, en empruntant et en payant les taux d'intérêt, tu crées plus de valeur à l'arrivée que tu n'as encouru de frais avec la dette. Mais c'est jamais le cas avec l'État. Avec l'État, c'est rarement le cas. Mais si un État, ça peut être le cas si, par exemple, oui, ça peut être le cas si l'État, après une guerre civile, rétablit l'ordre.
Et à ce moment-là, la croissance permet de payer la dette. Oui, au début, il n'y a pas beaucoup d'impôts. Incidemment. Mais ouais. si tu passes d'une situation de non-ordre à une situation ordonnée parce que maintenant il y a un État qui fonctionne, cet État peut prendre de la dette parce qu'il va avoir des impôts qui vont rentrer. D'accord, mais il n'a pas, c'est pas comme s'il avait créé, je sais pas, une machine qui permettrait de... Non, il n'y a pas de... Donc, en principe, l'État permet la croissance, mais n'en est pas la cause. Mm-hmm. Tu vois, c'est un... Donc, le truc important, c'est la dette dans une économie se justifie si la valeur que tu crées avec cette dette est supérieure au coût de la dette. Ce qui, pendant des siècles, n'a pas été le cas, mais ce qui, aujourd'hui, est le cas. Mm-hmm. Je ne sais pas si tu as prêté de l'argent à Amazon il y a 10 ans, tu aurais mieux fait d'acheter des actions, mais si tu lui as prêté de l'argent, tu n'as pas de problème pour te faire rembourser, parce qu'il a eu une telle croissance. Oui. Donc, la dette, c'est quelque chose de très curieux, parce que si tu fais un pari sur le temps à venir, que celui qui a encouru la dette va être capable de créer plus de valeur que... Mm-hmm. Alors, dans le cas de l'État, le pari que tu fais, c'est que les gens qui travaillent dans le royaume, ils créeront plus de valeur, et ils paieront plus d'impôts. Mais ce qui se passe dans la réalité, comme l'État est rarement bien géré, ce qui se passe dans la réalité, c'est que l'État, là, il a emprunté, il faut rembourser. Ça marche pas très bien, il n'y arrive pas. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il va augmenter les impôts. Oui. Et en augmentant les impôts, il va faire baisser la valeur de ce qui est créé par le secteur privé. Et donc, ça va, il va pas y arriver. Donc, plus il augmente les impôts, plus les gens s'appauvrissent et moins on est capable de payer la dette. Je ne sais pas si c'est vrai, j'ai jamais réussi à le savoir, mais il paraît que le truc que Champollion a réussi à détruire sur la pierre de Rosette, je sais plus quoi, là, il y avait les trois, c'était écrit en grec, en latin et en égyptien, avec les symboles là. Il paraît que c'était un texte de trésor public. Un texte de trésor public qui expliquait qu'il fallait pas trop emprunter, pas trop imposer, parce que sinon ça finissait par tuer la croissance. Trop d'impôts tue l'impôt. Tu vois, donc, mais trop d'impôts tue l'impôt. C'était une règle de courbe de l'affaire, quoi. Mais déjà. Donc on savait déjà, sous les Égyptiens, que trop d'impôts tue l'impôt, quoi. Et on s'était dit, il faut le mettre en plusieurs langues, parce qu'il faut vraiment que tout le monde le sache. Tout le monde le sache. Ouais. Mais ça datait donc c'est quand même intéressant, parce que trop d'impôts tue l'impôt, qui est le truc que les Français connaissent tous, parce que c'est un proverbe. Ça veut dire que trop d'impôts empêche de la valeur d'être créée. Et de ce fait, la masse fiscale disparaît. Donc tu as une relation entre la dette et la création de valeur qui est compliquée. Hein. Oui. Alors, dans les dettes qui ont bien marqué l'histoire, on a Saint-Louis. Saint-Louis, oui, qu'est-ce qu'il avait fait ? Il avait foutu les Juifs à la porte, non ? Alors attends, Saint-Louis, qui a lancé une enquête en 1247, et en 1263 et 1266, comme il y avait eu un afflux des métaux qui revenaient des croisades, il avait au début mis plus d'or dans les pièces. Donc il était très populaire. Il avait réévalué. Donc tout le monde était très content, parce que, évidemment... tout le monde était content, sauf qu'ils devaient rembourser leur dette. Ah bah oui. Ils étaient moyennement contents. Et alors il était allé financer ses croisades par l'emprunt et non pas par l'impôt. Ça a été un des premiers à faire ça, parce qu'en général... Il avait emprunté à qui ? À Gênes et à Venise Il avait emprunté à l'époque à la banque qui s'appelait Lecacoro, qui était en Italie. Et alors, figure-toi que les banquiers de l'époque, c'était pas mal, ils rémunéraient les dépôts à 10% et prêtaient à 20%. Ils s'emmerdaient pas quand même. Non, ils s'emmerdaient pas, parce que c'était des marchés qui étaient complètement illiquides. Voilà, et donc c'était des banquiers génois. Oui, alors à ce moment-là... À ce moment-là, quand Saint-Louis rentre des croisades, ils lui disent, bon, bah voilà, on vous a prêté. Mais Saint-Louis trouvait qu'il leur avait déjà permis d'être à ses côtés, donc ça allait bien. Et donc, il a fait banqueroute, et eux avec. Ça, c'est toujours pareil. Les banquiers qui prêtent à l'État, dans l'histoire, ils vivent noblement pendant longtemps, mais où ils se font couper la tête, ou alors ils se font exclure du royaume. Si c'était par exemple des banquiers juifs, je crois que Saint-Louis aussi avait plus ou moins viré un certain nombre de banquiers juifs du pays, ou simplement, boum, on les paie pas et démerdez-y, quoi. Et à ce moment-là, ils sont mal, quoi. Alors il y avait aussi une histoire intéressante avec Édouard III d'Angleterre, qui était donc le petit-fils de Philippe le Bel. Et il affirme ses droits à l'époque sur la couronne de France. Oui, donc, le fils de la Louve de France. Voilà, donc il lève
des impôts et il emprunte aux banques de Florence aussi pour lever une armée. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'il envoie toutes ses troupes à ce moment-là en France pour récupérer les terres, la Guyenne, enfin bon. Mais alors, ce dont personne s'était rendu compte à l'époque, c'était que, donc, en levant les impôts en Angleterre, ensuite, les soldes allaient aux soldats qui étaient pour partie anglais et pour partie des mercenaires, là-bas, en France. Oui. Donc, tout l'or, tout, en fait, affilé là-bas, était dépensé là-bas. Et alors après, avec des femmes de mauvaise vie en France. Voilà. Et alors, ils se sont retrouvés avec un déficit extérieur et une crise de liquidité, puisqu'il n'y avait plus aucun. C'est classique, ça. Plus aucune liquidité sur place, mais personne n'avait réfléchi à ça avant. Ah ben non, ça on ne savait pas. Ça, c'est le premier qui a réfléchi au flux. Vraiment des monnaies comme ça, je crois que dans les cas de guerre et tout, c'est Cantillon, mais ça devait être à la fin c'était au début du 18e, tu vois. Au début, mais on était, l'argent, on pensait que, comme les pièces, enfin, bref, on pensait qu'il était là, quoi. Il n'y avait pas de raison de se préoccuper que c'est que cette histoire, quoi. Et alors, dans la série des autres extrêmement belles faillites, on a quand même eu la faillite des 2 tiers. Puis il y a la faillite de Philippe II d'Espagne, qui était exactement la même chose que la faillite de Saint-Louis, pour les mêmes raisons. C'était d'autres banques italiennes, parce que les premières, elles avaient été liquidées par Saint-Louis. Donc là, c'était... Puis il y avait des banques allemandes qui ont sauté aussi. Il y avait la famille Feuger, qui restait des banques allemandes incroyables pendant 2 ou 3 siècles, et puis pouf, ils ont sauté avec... Donc ça a sauté... Les banques ont toujours sauté avec beaucoup d'enthousiasme sur les emprunts d'État, quoi. Bon, après, tu as Charles V qui avait vendu sa sœur à un Visconti. Oui. C'est une bonne façon de refinancer sa dette, mais on ne laisse plus faire ça à notre époque. Et Visconti, est-ce que tu crois qu'il avait rapport? Parce que c'était d'une très grande famille, le cinéaste italien. C'est possible, mais en tout cas, à l'époque, effectivement, épouser une fille de France, il pouvait s'enorgueillir. Tu passais de statut de bourgeois à... Mais ça a continué, puisqu'on a eu des Médicis fréquemment. Hein. Oui, bien sûr. On a eu 2 reines Médicis françaises, Catherine et c'était... Marie de Médicis et Catherine de Médicis, oui. La question qu'il faut se poser quand même, quand tu es comme ça... Alors, je te disais ça tout à l'heure, c'est que tant que c'était attaché au roi, il y avait une temporalité. Ensuite, la dette est arrivée en se disant c'est une dette de royaume, donc elle restait dans le temps. Ce qui veut dire qu'il y a un trésor public. Donc un ministère des Finances. Et alors aujourd'hui, la question qui se pose avec la Banque centrale, c'est en réalité combien de temps doit-on accorder à l'État ? Tu as une dette, mais normalement, pour un particulier, ta dette, elle est à échéance à 15 ans, à 20 ans. Voilà, c'est pour ça qu'on te dit maintenant, dans toutes les bonnes revues keynésiennes, mes chers amis, on te dit, mais de toute façon, on s'en fout de la dette parce qu'on l'a fait tourner. Donc, je rembourse la dette. Oui, avec de la nouvelle dette. Avec de l'argent que j'emprunte, donc il n'y a pas de raison de la rembourser. En fait, je ne peux... Alors, ça pose quand même la question quelle est la différence avec un immense Ponzi? Mais il n'y en a pas. Surtout, ça veut dire qu'une fois que la taille de la dette est suffisamment importante... Allez, ça va être très difficile. Là, il faut vous accrocher, les gars, parce que je vais vous faire un calcul, vous allez avoir du mal. Là. Vous savez, surtout que, comme je le sais, le niveau des écoles a beaucoup baissé. Donc, je suis pas sûr que vous soyez capable de faire une règle de 3. Mais enfin, on va essayer. Hein, je te rappelle, il n'y a pas si longtemps, c'est quand même 15 ans, il y a des ministres de l'Éducation qui sont passés au Grand Journal et qui ne savaient pas faire une règle de 3. Hein. Voilà, non, mais ce que je te dis, c'est pas parce que tu as fait l'ENA que tu sais faire une règle de 3. Donc, alors, je vais vous l'expliquer. Alors, imaginons que le PIB d'un État soit 100. Parce que là, je te suis, même moi. Voilà. Donc, imaginons que la croissance soit de 3% par an. D'accord. Bon. Imaginons qu'il ait une dette de 3%. Donc, qu'il paye 3% sur sa dette, que le taux d'intérêt soit de 3%. Et imaginons enfin que toute la dette soit détenue par des étrangers. Donc, ça veut dire que chaque année, il va falloir payer 3. La croissance augmente de 3, mais que ces 3, ils filent à l'étranger. Donc, il y a aucune... Comme pour les femmes de mauvaise vie en Guyane. En Guyane, exactement. Donc, ça file à l'étranger. Donc, on regarde ça et on se dit, donc, je travaille, je gagne soi-disant de plus en plus, mais en fait, comme je me suis endetté, tout part à l'émir du Qatar, qui ensuite achète des appartements à Paris hors de prix. Dans lesquels il ne sera jamais. Dans lesquels il ne sera jamais, mais ça ne fait rien. C'est les placements. C'est les placements. Donc, tu te dis, à partir d'un certain moment, si la dette est détenue par des étrangers, dans ce cas-là, des Italiens pour Saint-Louis, la dette est détenue par des étrangers, payer la dette, servir la dette, c'est appauvrir le royaume. Tout à fait. C'est-à-dire que tout le monde devient de plus en plus... Tu as vécu bien pendant le moment où tu dépensais les produits de la dette, mais ensuite arrive la note,
Et tu commences à vivre de moins en moins bien. Il est certain que si tu dois à l'étranger, quand tu payes à l'externalité, tu te retrouves avec une crise de liquidité en plus du reste. Et puis en plus, si tu veux, tu travailles quand même de plus en plus et tu touches de moins en moins. Et c'est exactement l'endroit où est la France aujourd'hui, puisque notre dette est à 123%, on paye 3,5%, mais notre croissance est de 1,5 ou 2. Et la moitié de notre dette est détenue par des étrangers. Donc si tu fais ta règle de 3, tu te dis, il y a au moins 1,5 sur les 300, si on a du pot, on fait 2, qui filent à l'étranger. Et donc, le niveau de vie des Français, c'est ce que je me tue à dire dans tous les papiers que j'écris, ne peut pas ne pas baisser à partir de maintenant. C'est-à-dire que chaque Français va avoir de moins en moins d'argent à payer parce qu'il paye de plus en plus à l'émir du Qatar. Donc, il y a un moment où un bon roi de France fait le geste qui sauve à l'émir du Qatar et décide de plus payer l'émir du Qatar. Mais... oui, mais enfin, alors, encore une fois, là, tu reviens sur... C'est ce que ça savait faire avec beaucoup d'entrain, les rois de France et les rois d'Espagne. Ou les rois d'Angleterre, ça, oui, mais très bien. Alors, revenons, quand ça s'est passé avec le fils de Charles Quint, c'était Philippe II, il y a quand même une crise de liquidité hallucinante dans le pays, certes adjacent, mais enfin, ça t'a fait une crise... mais ça a été une dépression. Une espèce d'implosion du système bancaire qui te remet 3 siècles en arrière. Il a fallu... à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle une liquidation bancaire. Et il refaut facilement 1 siècle ou 2 pour réaccumuler l'épargne, pour pouvoir recommencer à prêter au roi. Parce que là, si la France venait à s'asseoir sur sa dette, indépendamment du fait que les portefeuilles d'énormément de personnes ont il y a 1800 milliards d'euros qui sont dans les fonds, qui sont dans l'assurance vie. Dans les assurances vie. Donc déjà, ça veut dire que beaucoup de Français se retrouveraient avec un manque à gagner. Voilà. Et au-delà de ça aussi, ça veut dire que pendant 2 siècles, plus personne ne nous prêtera. Pas 2 siècles, parce que ça va plus vite à notre époque. Allez. Le banquier de base a une mémoire de poisson rouge. Tu sais, il fait une fois le tour du poisson, puis il s'en souvient plus. Il est beau ce buffet normand. Il est beau ce buffet normand. Voilà, c'est ça la vieille histoire. Il est beau ce buffet normand. C'est exactement ça. Et donc, quand tu regardes l'Argentine, par exemple, ils trouvaient toujours quelqu'un pour leur prêter à nouveau. Mais c'était toujours plus cher. Oui. Il y avait une prime de risque qui ne faisait que monter. Et à la fin, tu te retrouves avec monsieur Milei, je ne sais pas comment il s'appelle, le nouveau président argentin. Milei. Donc, mais encore une fois, prenons par exemple les cas l'autre façon que peut faire le gouvernement, c'est de dire, je contrôle les taux d'intérêt. Oui, c'est moi qui décide combien je vais payer. Ça, c'est possible dans un système où tu n'as pas la BCE. Voilà, c'est possible, même la BCE, c'est que ça fait la BCE. Et je décide qu'à partir de maintenant, la France va payer 0 sur sa dette. C'est ce qu'elle a fait pendant 4-5 ans. Oui. C'est ce qu'elle a fait. Bon, alors toi, tu as ta dette dans ton fonds de trésorerie. Il y a 1800 milliards. Quand les taux d'intérêt étaient à 5, 1800 milliards qui multiplient 5, ça va 40, ça va 5 et 4, 9. Donc, tu touchais 90 milliards par an, l'épargnant français, pour compléter ta retraite. Si maintenant les taux sont à 0, tu touches 0. Oui. Et donc, tu as une augmentation d'impôts déguisée de 90 milliards qui est payée par les épargnants. Oui. Et c'est Cornio, vote Macron, qui viennent leur coller 90 milliards d'impôts sur leur dette. Et comme j'ai essayé de le montrer ici 20 fois, mettre un impôt sur l'épargne, c'est quand même la façon la plus rapide de se ruiner, puisque l'épargne est égale à l'investissement. Donc ça veut dire que tu investis. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas difficile de comprendre ce qui nous arrive. Il nous arrive qu'on vit au-dessus de nos moyens, et que vivant au-dessus de nos moyens, il faut continuer à s'endetter. Et comme on n'a plus l'épargne en France, il faut épargner à l'étranger. Et comme on épargne à l'étranger, ça veut dire que de plus en plus grosse part du gâteau français, qui a peut-être tendance à croître, mais même après cette croissance, compte tenu des paiements qu'il faut faire à l'étranger, la part de chacun va diminuer. Mmh. Ça peut pas être autrement. Ça peut pas être autrement. Donc à ce moment-là, l'État se retrouve devant un truc où je fais faillite, oui, où je coupe les dépenses de l'État massivement. C'est ce que fait l'Argentin. Là. L'Argentin, il faut des corones, mais ça s'est vu. Ça s'est vu. Historiquement, il y en a eu des tas de cas. Où je fais faillite, où je cesse de payer les intérêts, c'est-à-dire je manipule les prix,
Mais à ce moment-là, ça, c'est l'épargnant qui prend, donc la croissance baisse. Donc, aussi curieux que ça paraisse, ces gens qui nous gouvernent, comment dire, le gouverner, c'est de choisir entre différentes possibilités. Hein, bon. Et ils agissent pour que les possibilités de gouverner de leurs successeurs soient de plus en plus étroites, soient de plus en plus difficiles. À la place d'essayer d'ouvrir le champ des possibilités, ils font tout pour le refermer parce qu'ils privilégient le court terme sur le moyen terme et sur le long terme, mais tout le temps. Et en tant que citoyen, je ne comprends pas comment il est possible qu'on puisse voter pour ces gens-là. Ça me paraît, mais j'en sais rien, mais dans un pays normal, la dette devrait être anticonstitutionnelle. Je m'explique, c'est que la dette, c'est de l'impôt différé, puisqu'un jour, il faudra augmenter les impôts pour la payer. Et en bonne morale, en bonne économie, il n'y a pas de raison qu'on prélève des impôts, qu'on ne s'autorise à prélever des impôts sur des enfants qui ne sont pas nés aujourd'hui et qui devront les payer dans 25 ans. Donc, logiquement, l'État d'aujourd'hui devrait taxer uniquement les payeurs d'impôts aujourd'hui, pas les payeurs d'impôts dans 30 ans. Donc, dans une démocratie, la dette devrait être anticonstitutionnelle. Et d'autant plus si tu reviens au phénomène anglais qui était no taxation without representation. Mais voilà, ils ne sont pas représentés. Ils ne sont pas représentés puisque par définition, ils ne sont pas nés. Donc, comment tu veux les représenter ? Donc, par définition, tu entaches ce principe de no taxation without representation. Donc, la dette, c'est une façon par les États de tourner les principes de Locke, c'est-à-dire l'État se paye par les impôts. Et tu le fais comment ? En tuant le principe de propriété, parce que tu veux taxer la propriété de gars qui ne sont pas nés aujourd'hui dans 20 ans. Et donc, il n'y a pas de raison de taxer la propriété. La propriété, c'est... Alors, après, s'il y a des grands travaux nécessaires en période de guerre, ainsi de suite, on les vote à l'Assemblée. On les vote à l'Assemblée et on vote les impôts pour les faire. Et on vote les impôts pour les faire, encadrés, budgétés et ce qu'on peut faire, par exemple, ce qu'on avait fait quand on a fait le programme nucléaire français ou le programme électricité français, c'est que la France avait émis, l'énergie. L'énergie. Avait émis la CNE 3%, qui était la Caisse nationale de l'énergie 3%. Et les Français y avaient souscrit. Et les Français y avaient souscrit volontairement, et ça donnait 3% indexé sur le prix du kilowattheure. Bon, c'était un bon placement. Et c'était pas un impôt, c'était une espèce de participation à l'effort commun. Donc, il y a des tas de façons de le faire, mais ils préfèrent toujours tricher. Moi, ce que je considère extraordinaire dans la classe politique française et maintenant de tous nos pays, c'est à quel point ils pensent que mentir est nécessaire pour rester au pouvoir. Et alors, si tu veux, dans cette espèce d'énorme mensonge, on nous ressort aussi que tout ça serait la faute, évidemment, du libéralisme ou du néolibéralisme. Rien du tout, c'est le libéralisme interdit. Il y a eu des faillites bancaires avant le libéralisme, de l'État. Exactement, merci. Voilà, c'était là où j'en arrivais. Je tiens à vous dire qu'il y avait des faillites bancaires sous Saint-Louis, on l'a vu, et il y avait très peu de libéralisme. Il y avait très peu, et l'État romain a fait faillite, les villes grecques ont fait faillite. Hérodote, il y en a toujours eu. Regardez, il y en avait en Égypte avant, et je vous assure que le libéralisme n'était pas là. Le libéralisme 5 siècles avant Jésus-Christ en Égypte, c'était pas la doctrine la plus connue. Hein. C'était donc, mais ça, tu fais un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est cette histoire de libéralisme. Ça me fait toujours rigoler parce que je peux dire une connerie, oui. Allez, vas-y. Pas un problème. Quand toutes ces faillites bancaires arrivaient, dans l'esprit de beaucoup de gens pendant des siècles, banque était égale à juif. C'est logique, c'est les seuls qui pouvaient pratiquer l'usure, puisque nous, depuis saint Thomas d'Aquin... Mais même, il y avait les Lombards, qui étaient des Italiens, d'ailleurs, on les voit, les banques italiennes, et puis il y avait des Juifs. Bon. Et donc, grosso modo, l'argent, dans l'inconscient collectif, il y a une relation très forte avec les Juifs. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin... bon. Mais tu peux plus le dire parce que c'est, comme disait Bernanos dans cette phrase horrible, c'est Hitler a déshonoré l'antisémitisme. Tu sais, c'était une abomination. Mais il avait raison. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tu peux plus dire que tu es antisémite, mais tu peux dire que tu es antilibéral. Parce que c'est une façon de maudire l'argent. Oui. Et donc, pour moi, tous les antisémites d'autrefois
se sont retrouvés en antilibéraux d'aujourd'hui. C'est vrai ce que tu dis, mais si tu veux, ce qu'on essaie Mais c'est difficile à expliquer. Hein. Non, mais ce qu'on essaie d'expliquer aux gens aussi, c'est que c'est un peu facile aussi de se mettre en orbite de touche et de dire « Ah, cet horrible libéralisme, l'argent, Berck, c'est égal. » Mais oui, mais si personne s'occupe de faire tourner la machine et de mettre les mains un petit peu dans le cambouis, les gars, ça va pas se résoudre tout seul. Ou alors vous vous retrouvez avec des apparatchiks au pouvoir qui ne savent pas non plus ce qu'ils font et on se retrouve dans la mierda dans laquelle on est aujourd'hui. C'est comme ce brave Mitterrand qui disait l'argent qui salit tout, l'argent qui abîme tout, etc. Et lui, il pensait qu'à ça. Oui, mais tu vois ce que je veux dire? Mais de sa part, c'était une hypocrisie totale. Parce qu'il savait que c'était ce que le peuple attendait. Mais lui, pardon, il essayait de s'en mettre le plus possible. Mais c'est exactement pareil quand les gens, les intellectuels ou ainsi de suite, aiment à dire « Ah, ce libéralisme, ce néolibéralisme horrible » et ainsi de suite. Je lui dis « Mais de quoi vous parlez, mes petits canards ? En France, il n'y a pas plus de libéralisme que de beurre en broche. » Tu te souviens de Jean Ferrat? Oui, bien sûr. Moi, le premier appartement qu'on a loué avec la mère à Paris, il était dans la rue de Courcelles et tout. L'immeuble appartenait à un huissier de justice qui était habité au premier, je crois au deuxième, qui était là-bas. Et il servait et il avait beaucoup d'appartements à Paris. Il en avait une trentaine, une quarantaine. Et donc, il gérait des immeubles partout. Et son principal client, qui avait des appartements partout, je crois, il m'avait dit qu'il en avait une centaine, c'était Jean Ferrat. Et le type, il n'arrêtait pas de chanter, tu sais, en se baladant dans la campagne. Que la montagne est belle. Voilà, et mes fins de mots aussi. Et donc le type, mais c'est pas grave. Il était communiste. Oui, et il avait 100 appartements à lui, paraît-il. Je sais pas si l'histoire est vraie, mais c'est ce qu'il m'avait raconté en tout cas mon propriétaire de l'époque. Donc, je trouve ça c'est un niveau de schizophrénie de dire ah l'argent c'est dégueulasse et de faire les fins de mois pour savoir si les gens vont te payer ton appartement partout. Donc si tu détestes l'argent, tu fais ce que faisaient les moines stylites. Ah mais tu peux aller chez les dominicains, j'ai pas de problème. Tu peux aller sur les maristes, ce que tu veux. Tu peux aller sur une colonne dans le désert d'Alexandrie, te mettre en haut et attendre que les gens te donnent à bouffer en faisant descendre un panier. Mais tu ne peux pas à la fois adorer Mammon en privé et le maudire en public. Moi, ce que je dis aux gens, c'est l'argent est un outil, l'argent est un mauvais maître et un très bon serviteur, il s'est écrit dans les évangiles, donc c'est un excellent serviteur, j'essaye de le faire, le gérer le mieux que je peux, mais j'y attache pas ma vie. Mais ces gens qui y attachent leur vie, mais qui prétendent ne pas y attacher leur vie... Et encore une fois, moi, quand les gens se targuent de détester le libéralisme, c'est le premier truc qui me fait dire « Ouh là là, vous êtes des sales capitalistes cachés. Honteux. C'est toujours ceux-là qui avaient des comptes en Suisse, tu sais. Oui, c'est le principe de cacher ces seins que je ne saurais voir. Tu te dis, toi, tu es un peu trop excité par les seins. Oui, c'est très nettement. Très nettement. Mais c'est exactement ça. Et c'est le péché mortel des intellectuels français. Mm-hmm. Oui, mais c'est une posture aussi, c'est pour, comme ça, tous les Natacha Polony et compagnie peuvent dire « Oh, le libéralisme, c'est très mal, la démocratie libérale, enfin bon, tu vois. » Et ça veut dire ne pas aimer le libéralisme, c'est ne pas aimer la liberté, puisque c'est le seul truc qui garantit la liberté. Donc, j'ai dit aux gens, le libéralisme, ça a été créé pour empêcher que des fous prennent le pouvoir et martyrisent le reste de la population. Donc, si vous êtes contre le libéralisme, ça veut dire que vous êtes pour les fous. Et ça a été le cas. La gauche a été pour les fous depuis un siècle en France. Ils ont été pour Pol Pot, ils ont été pour Mao, ils ont été pour Staline. Et personne n'a jamais demandé pardon. Hein. Personne n'a jamais demandé pardon. La gauche favorise l'arrivée des fous au pouvoir. Mais sans arrêt. Et regarde, aujourd'hui, on en a un cas parfait, c'est Mélenchon. Enfin, je veux dire, lui, il a un très bel appartement à Paris, merci, il n'a jamais travaillé de sa vie, il a une belle retraite. Il voyage en première. Il voyage en première pour aller féliciter les gens qui ruinent le Venezuela. Eh ben, ça fait rien, si tu veux. Ce type, il gère ses affaires avec le plus grand soin, et de l'autre côté, il n'arrête pas de dire du mal des gens qui vraiment travaillent. Donc, il y a une espèce de schizophrénie dans la gauche française qui est très difficilement compréhensible. Moi, je la comprends pas. Je sais pas d'où elle vient. J'ai beau remonter à René Girard, j'essaye de comprendre. Je comprends pas exactement d'où ça vient, cette espèce de... Peut-être de la franc-maçonnerie sous-jacente. Oui, pour les francs-maçons, ils pensent qu'à l'argent. Oui, mais encore une fois, on est sur du Tartuffe. Oui, voilà, on est sur du Tartuffe, c'est ça. Parce qu'ils doivent penser que le peuple, lui, ne s'intéresse pas à l'argent. Oui, et puis c'est une façon aussi de s'acheter,
encore une fois, le personnage de Tartuffe. Tu fais c'est l'être Tartuffe. complètement éthéré, qui pense au bien des autres. Qui pense au bien des autres et n'a aucune considération matérielle. Si tu dis l'argent c'est sale, personne ne va dire c'est lui qui a piqué dans la caisse, puisque mais non, mais lui ça peut pas être lui puisqu'il est au régime. Tu vois, par définition, ça fait une espèce d'être de pureté. Au lieu d'être en disant, voilà, oui, je trouve ça sympa de pouvoir aller à l'hôtel avec ma femme, mais je sais pas non plus le but de ma vie ultime. Non, c'est ce que dit. Moi, ce que disait, mais quand j'étais jeune, on disait il vaut mieux pleurer dans une Jaguar que dans une 2 chevaux. Mais j'ai jamais considéré que l'argent était le but de ma vie. J'ai toujours considéré que le but de ma vie, c'était d'être libre. Et l'argent est un moyen pour être libre. Ça, c'est sûr. Mais à ce moment-là, il ne faut pas qu'ils deviennent le maître. Alors, dans les secondes missions de l'économie, si on passe au deuxième, c'est de penser la croissance. Alors, la croissance, ça, c'est quelque chose extraordinairement difficile. Parce que comment mesure-t-on la croissance, toi et moi, on fait une transaction. Il y a une valeur ajoutée qui est créée dans cette transaction. J'ai produit quelque chose à 10, je te le vends à 15, donc il y a 5 de valeur ajoutée qui est créée là. Et toutes ces valeurs ajoutées vont être additionnées pour donner le PIB du pays. Voilà, bon. Donc, grosso modo, la croissance, ça vient de transactions volontaires entre les individus dans lesquelles tous les deux gagnent et dans lesquelles il y a une plus-value qui a été enregistrée par un des deux. Oui. Tu vois, parce que si je te vends à perte, toi tu gagnes, mais moi je perds. Donc, pour qu'il y ait une plus-value qui soit enregistrée, en termes logiques, philosophiques, il faut qu'il y ait eu une prise de risque par l'un des deux. Bon, donc la croissance, ça vient d'une plus-value qui est créée par une prise de risque et que les transactions soient volontaires. Tu vois, il y a certains trucs comme ça. Dans le secteur privé, il n'y a pas de problème. Ça, tu sais très bien comment ça se passe. Le problème aujourd'hui, c'est que l'État français aujourd'hui représente 60% du PIB. Et si on pique du fric par mes impôts pour le donner à des gens qui arrivent dans des bateaux à Marseille. Je sais pas. À Lampedusa. Donc il y a un transfert social. Qu'est-ce qu'il y a comme croissance là-dedans ? Il n'y en a pas. Parce que d'abord, il me le pique de façon sans que j'aie donné mon accord. Par contre, si je donne mon argent, moi, librement, à une œuvre qui va aider les gens à Marseille, qui arrivent, ça fait partie de mon budget charité, il n'y a pas de problème, parce que celui-là, il ne va pas changer. Donc, ce que j'essaye de te dire, c'est que la croissance économique vient seulement du secteur privé, qui utilise peut-être les infrastructures mises par l'État, mais ça, c'est autre chose. Mais que le secteur public, toute croissance du secteur public se fait donc au détriment du secteur privé et ne peut pas ne pas freiner la croissance. En fait, si on revient sur les analyses économiques qu'avait pu faire Ricardo ou ensuite Schumpeter, si tu veux, tu avais 3 acteurs économiques. Tu avais le rentier, celui qui prête le capital, le travailleur, celui qui prête ses bras, et enfin le capitaliste, c'est celui qui l'entrepreneur qui va mettre les deux ensemble et qui va faire en sorte. Voilà. Or, dans un milieu avec un transfert social aussi grand, l'allocation de capital futur qui permettrait aux capitalistes / entrepreneurs de faire en sorte que la croissance existe n'a plus lieu, puisque le transfert social prend absolument tout le jus de l'économie. Et il se fait sans que celui qui reçoit le transfert ou celui qui le paye ait été volontaire pour ça. Voilà. C'est tout. Alors, pour expliquer ça, je vais revenir encore une fois à Milton Friedman. Allez, buvons un coup. Je vais boire un coup d'ailleurs parce que je vais le répéter, j'ai déjà dit, mais je vais le répéter parce que c'est très important. Milton Friedman disait qu'il y avait 4 façons de dépenser son argent. Je gagne de l'argent et je le dépense pour moi. Je m'achète une Harley Davidson, allez. Je suis très content.
Tu as un peu de Johnny Hallyday dans ton rêve. Oui, j'ai à 80 balais, si jamais j'ai plus les jambes pour le tenir à la au feu, poum, je vais tomber. Mais enfin, bref, mettons que je sois très content d'avoir une Harley Davidson. Bon, ça marche très bien. J'ai beaucoup d'argent et j'offre un cadeau à ta mère. J'offre une Harley Davidson. Elle préférait un sac Hermès, je pense. Voilà, non mais justement, mais tu vois, ça, le geste est gentil, mais la satisfaction n'est peut-être pas égale à celle qu'elle aurait eue si elle avait eu de l'argent pour s'acheter son sac Hermès. Tu vois ce que je veux dire ? Donc de l'argent, un cadeau en quelque sorte, c'est bien, mais c'est pas la même chose que si tu le fais toi-même. Bon, le troisième chose, c'est il y a quelqu'un qui a gagné de l'argent et qui me le file, par exemple l'héritage. Bon, c'est dépensé, mettons qu'il n'ait pas mérité d'avoir ce pognon. Enfin, il le dépense, on peut le penser à peu près raisonnablement, mais c'est pas sûr. Mais la quatrième façon de dépenser de l'argent, c'est que moi qui suis puissant, un homme important qui fait des grandes études, je vais aller te piquer du pognon pour aller le donner à ta cousine. Et ça, c'est toujours du n'importe quoi. Donc, parce qu'il n'y a de volonté, ni l'acheteur, ni le vendeur ne sont contents. Et ça, c'est l'État. Donc, toute transaction qui se passe entre individus et qui trouve son origine dans un tiers qui se débrouille pour faire de la répartition des transferts sociaux, détruit de la croissance. Ça ne peut pas être autrement. Alors l'autre chose aussi, c'est qu'on a vu chez nous, depuis un moment, que l'autre façon aussi dont se fait la croissance, et on l'a vu chez Schumpeter, c'était la destruction créatrice. Oui, l'invention. L'invention. Et dans l'histoire, on a eu donc des grappes d'inventions qui arrivent. On a eu 1785-1815, c'était la machine à vapeur et la mécanisation. 1850-1870, le chemin de fer. Oui. 1895-1915, le moteur à explosion et l'électricité. Et 45-75, l'électroménager, les biens de consommation courante. Aujourd'hui, et maintenant, c'est l'informatique. C'est l'informatique. Simplement, quand on regarde aujourd'hui, on a vu Thierry Breton encore hier qui disait qu'ils allaient mettre un frein à l'intelligence artificielle et un frein probablement à Twitter. On se dit, alors même que notre pays n'est à la source d'aucune invention. C'est-à-dire, on n'a rien créé en intelligence artificielle. On n'en a pas créé, mais par contre, on a des équipes qui travaillent beaucoup sur l'intelligence artificielle, qui sont très bonnes et qui arrivent à des résultats super. D'ailleurs, je vais avoir un déjeuner demain avec l'une de ces équipes. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, parce que la France a beaucoup de matheux, c'est que dès qu'ils commencent à trouver quelque chose, les mecs... Ils se carapatent ailleurs. Ils se carapatent ailleurs parce qu'ils n'ont qu'une chance. Puis en plus, on essaye de les empêcher ici. Évidemment, c'est ce que je te dis. Là, ils sont en train de dire aux gens, ah ben non, vous n'allez pas pouvoir travailler comme ça en intelligence artificielle, faut qu'on mette des garde-fous, comprenez, ainsi de suite. Non, les types disent, écoutez, foutez-moi bien la paix. Thierry Breton, ce qui n'étonnera personne, il préfère la crétinerie étatique, dont il est un exemple, à l'intelligence artificielle. Voilà. Et tu te dis, mais c'est pas avec la crétinerie étatique, je tiens à dire, ça crée aucune croissance. Et ne bridons pas les gens qui ont un peu d'esprit créatif en leur demandant de rentrer des bouts-fils, des points carrés. Enfin, c'est... Et en plus, même ça encore une fois, l'invention, c'est un truc tout à fait extraordinaire, parce que ça ressemble un peu au travail d'un grand artiste, c'est-à-dire il y avait rien, il y avait des couleurs, des pinceaux, etc. Et puis d'un seul coup, vous avez la Joconde, qui a une valeur inimaginable. Et là, l'invention, il y avait rien, et vous remplacez les bougies par les lampes électriques. Et ça bouleverse le monde complètement. Donc l'invention, c'est vraiment la folie créatrice, c'est-à-dire que c'est le côté divin de l'homme, c'est-à-dire qu'il peut faire sortir quelque chose de rien, en inventant. Ensuite, ceux qui poussent le bouchon, c'est très bien, mais donc de temps en temps, vous avez cette folie créatrice qui fait qu'un homme crée quelque chose qui n'existait pas avant. Donc, on ne pouvait pas savoir ça allait nous manquer si on ne l'avait plus. Alors, ça, c'est important ce que tu dis, parce que ça met aussi en exergue le fait que la concurrence et la croissance sont des facteurs de résorption des inégalités. Bien sûr. Et tu avais cette illustration de Schumpeter qui disait, voilà, on est en 1750, l'homme le plus puissant du monde est Louis XV. S'il veut lire au milieu de la nuit, il est obligé de réveiller des serviteurs, on lui apporte des bougies, c'est tout un tatou, mais au bout d'un moment, il aura ses bougies autour de lui et tout. Mais alors, le serviteur, s'il veut lire, lui. Non, alors justement, c'est ça. Mais alors, un siècle après, qui tu as en 1950, tu as Henry Truman, lui, il suffit qu'il appuie sur un bouton. Et le moindre ouvrier des États-Unis peut, en 1950, appuyer sur un bouton et avoir de... Comme Louis XV. Donc, c'est le meilleur, la croissance, c'est le meilleur facteur d'égalité. C'est un extrême facteur d'égalité. Mais ce qu'on oublie de dire à ce moment-là,
Et c'est une chose assez importante, c'est que le fabricant de chandelles, lui, il en prend plein la gueule. Ah bah, les booms, les grappes d'invention... C'est pour ça que c'est la création destructrice. Et très souvent, les gens sont beaucoup plus sensibles à voir leur voisin qui était un fabricant de chandelles éminent et tout, qui d'un seul coup est dans la pauvreté. Ils se disent, mais c'est pas juste, il a toujours fait. Donc, là encore, on retrouve comment je maintiens le niveau de vie du marchand de chandelles qui a eu la malchance d'être dans le mauvais secteur. Il était pour rien, lui. Donc, il faut trouver une façon de compenser ça. Mais il est certain qu'aujourd'hui, on voit ça, par exemple, avec les caisses enregistreuses. Alors, les gens disent, oui, mais alors, si vous scannez vous-même, vous prenez le boulot des caissières. Oui. C'est vrai. Mais en même temps, est-ce que le boulot de caissière est... tu vois, à partir... Ben oui, je sais pas, c'est la vraie question. Mais donc, les gens disent, donc, il faut que l'État prennent de l'argent aux fabricants de ampoules, là, pour dédommager le fabricant de... mais à ce moment-là, si tu fais ça, les gens vont se dire, bon, alors, si j'échoue, l'État me doit une compensation. C'est-à-dire qu'il y a une partie importante du capital épargné qui va filer dans la compensation des bons à rien, et la croissance va s'arrêter. Ça, c'est la social-démocratie. Et donc, c'est vraiment un problème, parce que c'est ce qu'il y avait dans les évangiles, encore une fois, à la fin de la parabole des talents, qui est extraordinairement vraie, mais extraordinairement dure, c'est parce qu'il sera donné beaucoup à ceux qui ont déjà beaucoup, et qu'on retirera tout à ceux qui n'ont pas rien, à ceux qui n'ont rien. Tu te dis, l'évangile, les mecs, c'est pas pour le transfert. Hein. Et ce que j'essaye de dire, c'est que la façon dont le monde est organisé, et on peut le déplorer, c'est quand tu échoues, t'en prends plein la tête, quoi. Mais je sais pas trop ce qu'on pourrait faire sans détruire, justement, l'égalité entre Louis XV et son valet, un siècle après. Tu vois, donc encore une fois, il y a le court terme contre le long terme. Il y a la soi-disant charité contre la récompense de l'effort. Et c'est contre ça qu'on se bat dans les deux. Je sais pas quelle est la solution, mais il me semble encore une fois, la Suisse donne un bon exemple, parce que tous ces efforts de solidarité se passent à l'échelle locale. Alors l'autre chose dont on parle souvent ici, c'est que si on veut retrouver de la croissance, bien évidemment, on a besoin d'énergie, parce qu'encore une fois, la croissance, c'est jamais que de l'énergie transformée. Et pour ce qui est de l'avancée du progrès technique, il faudrait déjà aussi que l'État lâche bien tout le monde, la grappe à tout le monde. Mais en plus, ils ont décidé de nous forcer à investir dans des systèmes énergétiques de moulins à vent qui ne marchent pas. Donc, ils ont pris sur eux de calculer quelle était leur... Ils n'ont même pas fait le calcul, ils ont dit, il n'y a pas d'autre solution que c'est parce que c'est une pensée magique. Voilà, donc, c'est une pensée magique. Ils ne cherchent pas à ce que ça soit connecté, corrélé au réel. La réalité. Donc, c'est là où est la difficulté, et c'est pour ça, je crois que j'ai fait une étude il y a plusieurs années déjà sur là où le niveau de vie était le plus élevé dans le monde, et là où les inégalités étaient les plus faibles, et le corps politique le plus harmonieux, j'avais trouvé que c'était, pour ainsi dire, toujours dans des pays de moins de 10 millions d'habitants. C'est-à-dire que la petite taille du pays permettait de régler les problèmes de transferts sociaux, etc., à l'échelle locale. C'est-à-dire, c'était le maire de la ville qui disait, bon, celui-là, il n'a pas eu de peau, et puis celui qui voulait rien foutre, il n'avait rien. Donc, les grands États amènent des espèces de monstres de création sociale, de protection sociale, qui marchent pas et qui finissent par tout détruire. Et c'est ce qu'on a vu avec Saint-Louis, c'est ce qu'on a vu avec Philippe II. Les grands États, autrefois, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils faisaient des guerres, ça les occupait beaucoup, ça coûtait très cher. Aujourd'hui, on fait des guerres contre la pauvreté. Mais ça coûte très cher. Et puis au moins, il y avait des bons mecs à l'époque. Je parle pour toi, là. Il y avait la bonté de monsieur perdra monsieur. Il y avait de beaux soldats, quoi, le prestige de l'uniforme. Non, c'est vrai, cela dit, c'est vrai. Tu veux, quand je vois défiler des petits jeunes, le menton ferme et la nuque rasée, je me dis,
c'est plutôt plus mignon que ce que je vois d'habitude. Moi, là, j'ai un ami d'une de mes filles qui était en uniforme de polytechnicien. Je me suis dit, quand même, c'est un gamin que j'ai connu au cours de caté, hein, qui était... Oui, bah, quand même, ça fait... Il y a le bal des polytechniciens. Tu veux pas le regarder? Il y a le bal des polytechniciens qui est quand même une spécialité de la France où toutes les mères amenaient leurs filles. Oui, bah on peut comprendre. Non, mais c'est vrai que ça. En plus, ils ont une espèce de truc comme ça qui. Mais les uniformes, ça a avantagé. Hein. Oui, et puis avec un truc. Avec des épaules un peu gonflées oui, comme ça. Voilà. Mais écoute, franchement. Non, mais c'est des bêtises tout ça. Mais ça veut dire que quelque part, la première. J'ai lu un livre de Paoli qui était un type que j'aime beaucoup. Rédacteur en chef du Mégafogueur Magazine, adjoint, je sais pas quoi. Il avait écrit un livre il y a une dizaine d'années qui s'appelait La mort du soldat, dans lequel il disait on est arrivé à la mort du soldat, bravo les gars, et maintenant on est en train d'arriver à la mort de l'entrepreneur. L'entrepreneur est un peu un moine soldat aussi. C'était un fou aussi, pareil. Le type, il risquait sa vie pour le reste. Donc si tu tues d'abord le soldat et ensuite l'entrepreneur, il va te rester aguenant. Ça, ils se multiplient. T'as l'impression qu'on les arrose après minuit, ceux-là. Ils sortent avec des dents pointues comme ça. Voilà, et les aguenants, tu les vois partout. Donc aujourd'hui, notre société est faite par des aguenants pour des aguenants. Et je me sens pas très à l'aise, moi. Non, c'est pas. On rigole. Donc pas, la croissance, pour revenir à la fin de ta truc, les aguenants sont antinomiques avec la croissance. Ouais. Tu peux avoir de la croissance avec des soldats, tu peux avoir de la croissance avec des entrepreneurs, tu peux pas avoir de la croissance avec des aguenants. Vous savez, Aguenant, pour ceux qui reprendront le chemin en route, c'est dans le Petit Nicolas, celui qu'on peut pas taper, qui a des lunettes. Et qui est le chouchou de la maîtresse. Oui. Tu sais, c'est celui qui lève la main qui dit « Madame, vous aviez dit qu'il y aurait interro d'histoire aujourd'hui. Non, interro de géo. » Oui, et tout le monde lui dit « Ferme ta gueule, ferme ta gueule. » Et à mon avis, c'est celui qui a épousé la maîtresse. Ouais. Coup de pied de l'âne. J'ai rien dit. Hein. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé. La semaine prochaine, j'aimerais bien donc faire cette émission sur les statistiques de ce livre. Comment on vous enfle ? Oui, non, mais très important, mais je voudrais que tu le lises parce que je pense avoir compris, mais je suis pas sûre d'avoir tout compris. Non, parce que ce que disait Churchill sur les statistiques, si je ne crois que les statistiques que j'ai falsifiées moi-même. Voilà, c'est très important. Donc il y a quand même des tas de gens dont le boulot est de falsifier des statistiques. Vous expliquez que les prix montent pas alors que vous allez dans le marché, tout monte. Et voyez, non, alors ce livre est très bien parce que justement, il explique bien les différences entre les corrélations et ainsi de suite. Il explique comment avoir l'esprit critique en reprenant les exemples du Covid, comment, en gros, on nous a enflé sur pas mal de trucs, dans les incidences, c'est-à-dire qu'effectivement, si tu multiplies les tests, tu vas trouver forcément beaucoup plus de choses, beaucoup plus de cas positifs. Bien sûr. Et alors on disait, ah là là là, regardez comme les gens tombent plus malades, mais ils tombaient pas plus malades, c'était juste qu'on était testés 2 fois plus. Donc évidemment, si tu augmentes la base de seuil, tu te retrouves avec des incidences beaucoup plus grandes. Enfin voilà, plein d'exemples très intéressants et que la semaine prochaine, on va soumettre à votre sagacité. Et la base, ce sera ce que disait la Française des Jeux, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Ouais. Et alors tu sais qu'il y a des gens qui répondaient à ça, il y avait des micro-trottoirs qui disaient « Ah non, mais 100% c'est beaucoup. Non, mais je dirais 80, 85. » Donc voilà, c'est 100% des gagnants ont tenté leur chance, c'est vraiment vous enfler. Mais c'est vrai. Voilà. Écoutez, merci encore de nous avoir suivis. N'oubliez pas de mettre des pouces, n'oubliez pas d'acheter le livre de Charles et de l'offrir. Ah, il marche très bien. Il marche très bien, il est en recommande. Et voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous et suivez-nous sur les réseaux sociaux. On vous dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup.